Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur Télé Sud pour cette nouvelle édition de la mi-journée et à la une de ce mercredi 14 décembre. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui échappe à la destitution après un vote au Parlement qui rejette le rapport stipulant que le président Ramaphosa ait pu commettre des actes illégaux. Le sommet États-Unis-Afrique se poursuit à Washington avec hier au menu des échanges, la paix, la sécurité, la bonne gouvernance, le tout pour un objectif commun, mettre fin aux racines de l'insécurité. Et comment ne pas terminer cette édition avec la demi-finale ce soir qui va opposer les Lions de l'Atlas aux Bleus, un match que tout le monde attend, y compris un certain Léo Messi qui a magnifiquement qualifié l'Argentine hier pour la finale de ce mondial au Qatar. Et on débute donc cette édition avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a évité la destitution grâce à un vote sans surprise au Parlement étant donné que l'ANC, le parti du chef de l'État, y est majoritaire. Une décision qui, comme vous pouvez l'imaginer, a fait réagir les leaders politiques sud-africains. Les détails avec Soukaina Scali. Il n'y aura pas de destitution pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa. À 214 voix pour et 148 contre, les députés ont tranché et rejettent les accusations d'actes illégaux commis par le président. Le chef de l'État sud-africain échappe donc à une procédure de destitution et sauve son siège à la présidence pour le moment. Laissons le processus d'enquête se dérouler et si par hasard le tribunal ou les forces de l'ordre aboutissent à un autre résultat, alors rien ne nous empêche de revenir ici et de discuter de l'affaire. Si du côté de l'ANC, le parti majoritaire du Parlement, le président dispose de soutien, cette décision ne fait pas l'unanimité dans les rangs des autres partis politiques. Cyril Ramaphosa préside un parti qui n'a aucun respect pour la Constitution de la République d'Afrique du Sud. Nous ne dirons pas que le président est coupable aujourd'hui. Nous demandons de donner au président l'opportunité de rendre des comptes au peuple d'Afrique du Sud. Il a lui-même dit non. Son parti a dit non. Donc ils n'ont aucun respect pour la Constitution de la République. Cyril Ramaphosa est englué dans le scandale Pala qui l'embarrasse depuis juin dernier. Fin novembre, 3 juristes avaient conclu dans un rapport que le président avait pu commettre des actes contraires à la loi. C'est sur cette base que le Parlement s'est prononcé mardi au Cap. Je pense que l'ANC a commis une terrible erreur aujourd'hui et qu'elle leur collera à la peau jusqu'en 2024. Tout comme Kandla était un cadavre pourri sur le dos de Jacob Zuma, Fala sera un cadavre pourri sur le dos du président Ramaphosa en 2024, face à une opposition plus unie. Candidat à la présidence du parti ANC, le sort de Cyril Ramaphosa pourrait être remis en jeu vendredi. Le congrès de l'ANC doit y élire son prochain leader et potentiel futur chef de l'État si le parti remporte les élections générales de 2024. En République démocratique du Congo, des pluies diluviennes ont provoqué des inondations meurtrières à Kinshasa. Un bilan provisoire fait état de plus de 120 morts. Les intempéries ont également causé d'importants dégâts matériels et submergé les grandes rues du centre de la mégapole d'environ 15 millions d'habitants. À l'issue d'une réunion de crise, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national à partir de ce mercredi. On fait le point sur la situation avec Valentine Exantus. Devant les corps sans vie de leurs proches, les cris de douleur des habitants de ce quartier de Kinshasa ne laissent personne indifférent. Preuve de la violence des inondations, ce précipice créé par un glissement de terrain, cette colline éventrée et ces maisons englouties. Le bilan humain est lourd. Le gouvernement parle de 120 morts. Devant le désastre, les habitants se sentent impuissants. J'ai du mal à le supporter. Je n'ai pas la force d'enterrer les cadavres. Peut-être qu'avec les moyens de l'État congolais, je recevrai de l'aide. Une nuit, c'est tout ce qu'il aura fallu pour faire basculer dans le deuil une centaine de familles de la capitale congolaise. Selon les autorités, le nombre de victimes est particulièrement important, notamment dans des vallons où des habitations ont été soit détruites, soit englouties par des glissements de terrain. Vers 4h15 du matin, nous avons été réveillés lorsque l'eau est entrée dans la maison. Nous avons essayé de canaliser l'eau. Quand nous avons constaté qu'il n'y avait plus de danger, nous sommes retournés dans la maison pour dormir vu que nous étions trempés et frigorifiés.
Nous nous sommes recouchés et peu après, le mur s'est effondré sur les enfants et les parents ainsi que sur un voisin qui passait par là. Après le déluge, l'heure est au deuil et aux fouilles. Ce mercredi matin, c'est tout un pays qui est sous le choc. 3 jours de deuil national ont été décrétés par le gouvernement. Au-delà du bilan humain désastreux, la route nationale numéro 1 qui approvisionne Kinshasa en marchandises et en carburant a été coupée. Les autorités partent au plus pressé. Rétablir la route, enterrer les morts et panser les blessures des survivants. À Washington, où se déroule depuis hier le second sommet États-Unis-Afrique, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a mis en garde les dirigeants africains contre le rôle déstabilisateur de la Chine et de la Russie en Afrique. On l'écoute. La Chine étend son empreinte sur le continent quotidiennement, nous le voyons bien. Et ce faisant, elle éteint également son influence économique, ce qui perturbe la paix sur place, car elle n'est pas toujours transparente dans ce qu'elle fait. Et cela pourrait avoir un effet déstabilisateur si ce n'est pas déjà le cas. Nous voyons la Russie continuer à vendre des armes à bas prix, comme l'a déjà mentionné l'un de nos hauts dirigeants. Et nous voyons également la Russie employer des mercenaires à travers le continent, et cela est également déstabilisant. Et durant la première journée de ce sommet, il a été question, comme on vient de l'entendre, de sécurité, mais pas seulement. La paix et la bonne gouvernance étaient aussi au cœur des débats, avec un constat partagé par tous. Ce sont les racines de l'insécurité qu'il faut combattre. Explication, Aymeric Torignon. Sur l'estrade, 3 chefs d'État africains et 3 dirigeants des États-Unis, dont le secrétaire d'État et le secrétaire à la Défense. Un panel bien choisi pour parler de paix, de sécurité et de bonne gouvernance au premier jour du sommet USA-Afrique. Des sujets d'une haute importance pour l'Afrique, confrontée à une succession de crises qui freinent son développement. 2 jours avant l'ouverture de ce sommet, le secrétaire d'État Anthony Blinken, en recevant le président de la Commission de l'Union africaine, avait affirmé la volonté de l'administration Biden de s'inscrire aux côtés des dirigeants africains pour relever les défis qui s'imposent au continent. Lorsque j'ai eu la chance de me rendre au Kenya, au Nigeria et au Sénégal en novembre, j'ai exposé 5 domaines dans lesquels les intérêts de nos pays et de nos populations sont très fortement alignés. La démocratie, la paix, la sécurité, la croissance économique inclusive et la sécurité sanitaire mondiale. Mardi, l'administration américaine a annoncé qu'elle comptait investir 55 milliards de dollars en Afrique les 3 prochaines années. Une manne qui sera consacrée prioritairement au secteur de la santé, aux efforts de lutte contre les effets des changements climatiques et à la lutte contre le terrorisme sur le continent. Mais cet investissement, même s'il est d'une grande importance, ne pourra suffire pour mettre fin aux différentes crises que connaît le continent et devra être accompagné d'autres efforts supplémentaires. Nous cherchons à faire de véritables investissements, car une fois encore, une réponse immédiate est nécessaire, mais elle est insuffisante et ne constitue pas une solution à long terme. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une crise alimentaire et de sécurité massive qui sont le produit de beaucoup de choses. Elles sont le résultat du changement climatique, de la pandémie, de conflits, y compris l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Ce mercredi, 2e jour du sommet, le président Joe Biden est attendu pour son premier discours qui devrait être marqué aussi par des annonces fortes. Lors de ce sommet, le doyen du corps diplomatique africain à Washington, Serge Momboulier, a répondu à nos confrères de Vox of Africa et je vous propose d'écouter sa réponse quand on lui a demandé quelles étaient les attentes de l'Afrique vis-à-vis des États-Unis. Nous, l'Afrique, nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin d'infrastructures, nous avons besoin de financement et nous avons besoin d'une bonne santé pour développer l'Afrique. Donc, si ce sommet peut contribuer à la coopération et à la réalisation de notre coopération entre les États-Unis et l'Afrique dans ces secteurs principalement, et y compris dans d'autres secteurs, cela aidera beaucoup. Au Sénégal, vous vous souvenez certainement de cette bagarre entre députés au Parlement le 1er décembre dernier. Eh bien, nous avons appris que les 2 députés de l'opposition qui ont agressé physiquement une parlementaire du camp au pouvoir ont été placés mardi en garde à vue pour coups et blessures volontaires et menaces de mort.
Et on reste au Sénégal où Amnesty International a publié ce lundi un rapport sur les conditions de vie et l'exploitation économique des enfants des rues au Sénégal, les talibés. Un rapport qui pointe une nouvelle fois les dirigeants politiques sur leur manque de volonté de protéger ces enfants. L'organisation internationale rappelle également qu'une loi de 2005 interdit la traite et l'utilisation des enfants pour mendier. Lorraine Mabou. Ousmane Diallo, co-auteur du rapport d'Amnesty International sur la gestion des enfants issus d'écoles coraniques, alerte l'État du Sénégal sur les abus et l'exploitation financière des élèves talibés. Mais dans les zones urbaines comme Dakar et Thiès, on trouve beaucoup plus des systèmes où les enfants talibés sont exploités par des maîtres d'école coraniques, notamment via la mendicité forcée, ce qui constitue de la traite des personnes au vu de la législation sénégalaise, donc la loi de 2005 sur la traite. Donc ces enfants-là aussi sont victimes de mauvais traitements, des sévices corporels. On en voit régulièrement dans les articles médiatiques des enfants qui ont été battus à mort. En 2019, l'image d'un garçon aux pieds enchaînés avait été postée sur les réseaux sociaux, ce qui avait suscité la polémique sur les maltraitances infligées par certains maîtres à leurs élèves appelés talibés. 4 autres enfants enchaînés, âgés de 8 à 10 ans, avaient par la suite été découverts par les gendarmes dans la même école. Il faut que ce soit clairement défini comme une priorité et il faut aussi que les services de protection de l'enfance, donc du ministère de la Femme, de l'Enfance, ainsi que les services judiciaires, puissent avoir des capacités, notamment pour mener à bout leur travail, mener à exécution comme il faut leur travail. Dans un rapport coécrit par Ousmane Diallo et publié lundi, Amnesty International appelle Dakar à poser des actes forts pour protéger les enfants issus d'écoles coraniques. Selon le dit rapport, les enfants sont forcés de mendier dans la rue pendant plusieurs heures par jour pour s'entretenir et entretenir leurs enseignants. En contrepartie, les parents ne payent pas leurs frais de scolarité, la nourriture et le logement. Sur ce phénomène de la mendicité forcée, je pense qu'il y a la responsabilité des maîtres coraniques, d'écoles coraniques, mais il y a aussi la responsabilité des parents et des enfants. Parce qu'on ne peut pas dire que les parents ignorent la réalité de la mendicité forcée. Je pense que dans une grande partie, il y a une acceptation de cette réalité-là. Pour tenter d'améliorer les conditions de vie dans les daras, le président sénégalais Macky Sall avait réuni le 28 novembre dernier à Diamniadio, près de Dakar, les maîtres coraniques. Il leur a promis enfant, pour appuyer les écoles coraniques, un meilleur traitement aux diplômés en langue arabe et la création d'un prix dédié à la récitation du Coran. Les rebelles éthiopiens qui saluent l'arrivée de l'aide humanitaire au Tigré, la gestion des fonds Covid qui laisse apparaître d'importantes irrégularités au Sénégal et plus de 530 journalistes qui ont été emprisonnés dans le monde en 2022. C'est le reste de l'actualité préparé pour vous par Lorraine Mabou et Noël Ndong. Les rebelles éthiopiens ont salué l'arrivée de l'aide humanitaire au Tigré après la signature d'un accord de paix le 12 novembre avec le gouvernement fédéral pour mettre fin à 2 ans de guerre dans le nord du pays. Un premier avion cargo affrété par l'UNICEF a atterri jeudi dernier, transportant des vaccins pour les enfants. Lundi, le gouvernement fédéral a déclaré qu'il livrait une aide humanitaire illimitée, y compris de la nourriture, des articles non alimentaires et des fournitures médicales au Tigré, où seulement 10% de l'aide humanitaire parvenait jusqu'à présent. Au Sénégal, d'importantes irrégularités apparaissent dans la gestion des fonds Covid. Dans un rapport publié lundi dernier par la Cour des comptes du Sénégal sur la gestion 2020 et 2021, les auditeurs ont relevé, entre autres manquements, de nombreuses irrégularités, des conflits d'intérêts, des entorses au code des marchés publics, des retards dans les délais de livraison. À titre d'exemple, le rapport cite 3 agences de voyage diamétralement opposées à la santé publique, appartenant à la même personne qui aurait gagné 17 marchés pour plus de 15 milliards de francs CFA. Il dénonce également des contrats avec des entreprises dont l'objet social n'avait aucun lien avec le marché attribué ou sans expérience, des facturations élevées. Le rapport parle de pratiques qui ne contribuent pas à la rationalisation et la préservation des deniers publics et qui entraînent des manques à gagner pour l'État, estimés à 1 milliard de francs CFA. Plus de 530 journalistes ont été emprisonnés dans le monde en 2022.
C'est Reporters sans frontières qui a avancé ce chiffre mercredi. Son rapport annuel déploie un nombre record de journalistes emprisonnés dans le monde en 2022, soit une quarantaine de plus qu'en 2021. Le nombre de journalistes tués est également en hausse, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Le bilan fait aussi état d'un nombre inédit de femmes journalistes emprisonnées, 78 au total. Elles représentent désormais près de 15% des détenus, contre moins de 7% il y a encore 5 ans. En Ukraine, où la guerre se poursuit, des explosions se sont fait entendre ce matin à Kiev et ses alentours. Selon Sergueï Popko, le chef de l'administration militaire de la ville, la capitale ukrainienne a été visée par 2 vagues de drones qui n'ont pas fait de victimes grâce à l'intervention de la défense anti-aérienne ukrainienne qui a abattu la totalité des 13 drones lancés par la Russie. Et je vous en parlais hier, la conférence pour l'aide et la reconstruction qui s'est tenue à Paris ce mardi, en présence notamment d'Emmanuel Macron et du Premier ministre ukrainien Denis Mial, aura permis, selon la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, de récolter près d'1 milliard d'euros de dons. Des dons qui ont pour but d'aider la population ukrainienne à passer l'hiver dans un pays aux infrastructures ravagées par les frappes russes. Mathieu Nicolas. L'Ukraine attendait 800 millions d'euros. Elle en a reçu finalement près d'1 milliard. Mardi, la conférence internationale de soutien à l'Ukraine organisée à Paris a dépassé les attentes de Zelensky. Cette générosité a un but, aider les Ukrainiens à résister pendant cet hiver. Le pays, aux infrastructures ravagées par les frappes russes, a cruellement besoin de ressources pour son secteur énergétique. Je voulais vous dire que l'aide que collectivement nous avons annoncé aujourd'hui, les uns et les autres, atteint ou même dépasse les 800 millions d'euros dont parlait le président Zelensky. En fait, je suis heureuse de pouvoir vous annoncer que nous dépassons ce chiffre et que nous sommes plus proches du milliard d'euros. Une somme qui a d'ores et déjà ses axes de dépenses. 415 millions seront alloués au secteur de l'énergie, 25 millions pour l'eau, 38 millions pour l'alimentation, 17 millions pour la santé, 22 pour les transports. Le reste, soit près de 493 millions d'euros, n'a pas encore été ventilé. Plus qu'une somme, il s'agit d'engagement, selon le président Emmanuel Macron, envers l'Ukraine. Mais c'est très important, et c'était la demande du président Zelensky, parce qu'aujourd'hui, le cœur de l'offensive russe, après les défaites militaires des dernières semaines, c'est de plonger le peuple ukrainien dans le désespoir. Et donc c'est d'attaquer de manière inacceptable les infrastructures civiles, de couper l'eau, de couper l'électricité et de plonger dans le noir et le froid la population. Grâce à ses amis, réunis ce mardi à Paris, l'Ukraine ne devrait donc pas sombrer dans le noir. Une perspective qui réjouit le Premier ministre ukrainien. Denis Shmyhal s'est félicité du signal puissant de soutien à l'Ukraine et des efforts des 70 délégations présentes à Paris. Et il est l'heure à présent d'ouvrir notre page du mondial. Et ça y est, on connaît la première équipe finaliste de son mondial 2022, l'Argentine de Lionel Messi, qui a été tout simplement exceptionnelle hier en battant la Croatie 3-0. Auteur d'un but sur pénalty, comme vous pouvez le voir, et d'une sublime passe décisive pour Julián Álvarez, l'attaquant parisien confirme qu'il est en mission dans cette Coupe du Monde. Reste au septuple Ballon d'Or à aller chercher le dernier trophée majeur manquant à son palmarès, soit face à la France, soit face au Maroc. Et c'est ce soir que nous connaîtrons l'adversaire de l'Argentine, France au Maroc, réponse aux alentours de 22h ou plus si affinité. Alors, du côté des Français, le capitaine Hugo Lloris a bien conscience que ce match face au soi-disant petit poussé des demi-finales ne sera pas un long fleuve tranquille, et bien au contraire, on l'écoute. Et ça sera un adversaire redoutable. En plus de ça, il faut ajouter certainement le climat hostile qui va régner dans le stade. Mais on se prépare à tout. Il n'y a pas de hasard à ce niveau. Lorsqu'une équipe est capable de battre la Belgique, d'éliminer l'Espagne, le Portugal, de finir première de son groupe, c'est qu'il y a beaucoup de qualité.
Et même son de cloche pour le sélectionneur marocain Walid Regragui qui, malgré les pronostics, les blessés, se battra jusqu'au bout pour rendre fiers les Marocains et tout le continent africain. À chaque fois, on nous prédit l'élimination et on est encore là, avec nos valeurs. Donc non, aujourd'hui, je disais en début de compétition qu'on rêvait de gagner la Coupe du Monde. Plus on avance et plus on est proche de notre rêve. Donc voilà, on va se battre demain pour aller plus loin. On est venu dans cette compétition avec beaucoup d'ambition et on est venu pour changer les mentalités, notamment de notre continent, même si je sais que tous les pronostics sont contre nous. Mais nous, on a confiance. Alors peut-être qu'on est fou, mais c'est bien d'être fou. Alors, comme s'il le dit, Walid Regragui ne sont pas favoris pour ce match, les Marocains pourront compter sur l'afflux de milliers de supporters, grâce notamment à la compagnie aérienne Royal Air Maroc qui a affrété une trentaine d'avions spécialement pour ce match. Souyela Sbahi. À une qualification historique, un dispositif exceptionnel. La compagnie aérienne nationale marocaine Royal Air Maroc a décidé d'opérer près de 30 vols spéciaux entre Casablanca et Doha. Les premiers passagers ont embarqué mardi soir et d'autres avions devraient décoller ce mercredi, toujours en direction du Qatar. Mais tout le monde n'aura pas la chance de se rendre à Doha. Donc malheureusement, comme une bonne partie des Marocains, on est là, ça fait 3 jours, on a fait la queue comme tout le monde. On voulait aller et encourager nos lions et encourager notre nation, mais malheureusement, pas de changement depuis 3 jours. On essaie de trouver des billets, mais en vain. Malgré la déception de certains qui sont toujours sans billets, le pont aérien organisé par Royal Air Maroc relève du jamais vu. La sélection de Walid Regragui est la première équipe africaine de l'histoire à se qualifier pour la demi-finale du mondial de football. Une première qui implique de grands moyens. Ce mercredi soir à 20h, pas moins de 45 000 supporters marocains sont attendus face à la France. Allez, de toute façon, France ou Maroc, ce sera de toute manière un beau finaliste. C'est ainsi que se termine cette édition. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de la mi-journée. En attendant, comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télésud. À très bientôt, au revoir.